Bienvenue dans l'échiquier. C'est sans doute une image qui fera date, la rencontre entre le président Xi Jinping, le président chinois, et le secrétaire d'État américain. Une rencontre qui avait pour but une désescalade de la tension entre les deux grandes puissances. Pourtant, les sujets épineux ne manquent pas. Taïwan, la guerre en Ukraine, les sanctions américaines ciblant les géants du numérique chinois ou encore la zone sud-pacifique. Les deux officiels ont assuré que la volonté de travailler ensemble était plus forte que tout. On va tenter de faire le point dans quelques secondes. Le président chinois Xi Jinping a assuré que des terrains d'entente avec Washington ont été trouvés lors d'un rare entretien avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken à Pékin. Un entretien pas prévu, mais décidé à la dernière minute et qui intervient au second et dernier jour du déplacement du responsable américain en Chine, avec comme volonté visiblement d'apaiser les tensions entre les deux grandes puissances. On en parle avec notre invité du jour en direct de Pékin, la journaliste Zhang Shanhui, qui nous fait le plaisir d'être des nôtres ce soir pour évoquer la relation sino-américaine. Bonjour ou bonsoir. Bonsoir et ravi d'être avec vous aujourd'hui pour refaire le point sur la relation entre la Chine et les États-Unis. Parfait, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question, est-on avec cette rencontre entre Antony Blinken, le secrétaire d'État américain, et le président chinois Xi Jinping, en train d'assister à une sorte d'apaisement diplomatique? On peut peut-être le qualifier comme un apaisement diplomatique, mais restons à suivre les actions et aussi les politiques concrètes que va ensuite montrer les États-Unis. Pourquoi? Parce que si on rappelle de ce qui s'est passé, le résultat de cette rencontre, de ce déplacement pendant 2 jours de Blinken en Chine, le président chinois Xi Jinping a rencontré lundi après-midi le secrétaire d'État américain Antony Blinken au Grand Palais du Peuple à Beijing. Et à cette occasion, le président Xi Jinping a rappelé que la Chine et les États-Unis avaient atteint un accord sur certaines questions spécifiques et d'ajouter que les interactions d'État à État devraient être basées sur le respect mutuel et la sincérité. Et le président Xi a également souhaité que la visite de M. Blinken apporte une contribution positive à la stabilisation des relations entre la Chine et les États-Unis. Et là, il faudrait qu'encore le reciter, c'est que Blinken, en effet, de sa part, a révélé son objectif avant son voyage, je cite, faire avancer le consensus atteint par le président Biden et le président Xi à Bali à la fin de l'année dernière. Mais est-ce que M. Blinken peut-il vraiment contribuer à travers ses rencontres en Chine à ramener la relation sino-américaine au consensus atteint par les deux chefs d'État à Bali? Il faut bien sûr qu'on attende les prochaines mesures politiques et actions de la part des États-Unis, mais il y a une chose qui est indéniable, c'est que c'est déjà un bon signe. Pourquoi? Parce que il s'agit en effet de la première visite de M. Blinken en Chine et aussi justement avant la Justement, venue. on va en parler. Zhang Shanhui, vous venez presque de me tendre la perche, puisque on le souligne, Antony Blinken est le premier secrétaire d'État américain à se rendre officiellement à Pékin depuis 5 ans, depuis la visite de Mike Pompeo en octobre 2018. Bien avant la pandémie Covid, Blinken devait se rendre plus tôt au cours de l'année à Pékin en février dernier, je crois, mais son déplacement fut reporté en raison de plusieurs crispations, comme celle de l'affaire des ballons espions survolant le territoire américain pendant cette période de tension. En particulier au cours des dernières semaines, la Chine a relancé sa diplomatie, multipliant les déplacements et les accueils officiels. De leur côté, les États-Unis semblent vouloir reprendre le dialogue en matérialisant cette visite. Exactement. Surtout cette fois-ci, si on se penche de plus près sur le déplacement de Blinken en Chine, il s'agit de la première visite en Chine du secrétaire d'État américain Antony Blinken, de la première visite en Chine d'un membre du cabinet du président américain Joe Biden et aussi de la première visite en Chine d'un secrétaire d'État américain depuis 2018. Et aussi,
il faut quand même qu'on le rappelle, c'est qu'avant la visite de M. Blinken en Chine, nous avons vu que les personnalités américaines, surtout de nombreuses figures de l'industrie et du commerce des États-Unis, dont Elon Musk de Tesla, et puis Bill Gates, et puis aussi les responsables des banques d'investissement, sont venus à Beijing. Cela montre bien sûr que la société américaine a un tel élan, espérant de se concentrer sur le développement économique et ne pas se découpler de la Chine. Là, c'est déjà donc peut-être une information intéressante à suivre. Et puis, un autre détail qui mérite d'être observé, par exemple, lors de la rencontre du président Xi avec Blinken, c'est que les fleurs de lotus placées au centre de la table de réunion étaient très visibles. Euh, le mot chinois pour lotus, c'est comme le mot de paix et l'harmonie. Donc, he hua en chinois, he, ça veut dire la paix et l'harmonie. Donc, c'est en chinois, he hua, c'est la fleur de paix ou la fleur de l'harmonie. Face à l'avenir rempli de nombreuses incertitudes, Pékin, de sa part, espère que Beijing, la Chine et les États-Unis pourront coexister pacifiquement et coopérer ensemble pour un résultat. Justement, quand vous évoquez le terme paix, est-ce que ça a la même signification qu'en Occident? Par exemple, on sait que paix chez les Asiatiques représente surtout un équilibre, et ça renvoie peut-être à un monde multipolaire auquel Pékin veut s'inscrire. De la part de Beijing, Beijing a toujours dit que le monde c'est déjà aujourd'hui multipolaire et que bien sûr que ce que la Chine cherche, c'est de sa part un équilibre, la paix. Un équilibre, ça ne veut pas forcément dire qu'on va dans tout le monde dans le même sens. Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non, et après on discute. Après on cherche un intérêt commun, on cherche un champ commun. C'est aussi peut-être de ce côté-là que la Chine essaye aussi encore une fois, si on rappelle de ce qui s'est passé durant cette rencontre, d'abord pour le 18 juin, par exemple, si vous regardez bien ce qui a été discuté entre M. Qinggang, le ministre chinois des Affaires étrangères, et M. Blinken, en effet, au cours de leurs entretiens qui a duré une période de 5 ans et demi, ce qui n'est pas rien. À ce moment-là, M. Xi a réaffirmé que la Chine s'est engagée à construire une relation stable, prévisible et constructive avec les États-Unis. Il a souhaité que, bien sûr, que les deux parties mettent pleinement en œuvre le consensus atteint par le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Joe Biden à Bali, en Indonésie, en novembre dernier, en 2022, pour promouvoir la stabilisation Très bien. des relations Il y a, sino-américaines. justement, il y a quelque temps, on a entendu la secrétaire d'État américaine au Trésor, Janet Yellen, ou encore Jacques Sullivan, conseiller à la sécurité nationale, qui ont eu des mots d'apaisement vis-à-vis de Pékin. Mais j'en appelle à votre peut-être subtilité asiatique. N'est-on pas en train de confondre une volonté de reprise de dialogue avec de hauts dignitaires chinois avec un dégel diplomatique? Alors, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que, quand on parle de dégel diplomatique, effectivement, ça peut contribuer à dégel économique. Et là, ce qui est important, c'est que tout le monde puisse regarder dans le même sens. C'est-à-dire que, bien sûr, du côté de la Chine, ce qui est le plus important, c'est, en ce moment, la question la plus importante et le risque le plus important dans les relations sino-américaines, en ce moment, c'est la question de Taïwan. C'est au cœur des intérêts fondamentaux de la Chine. Et après, la Chine exhorte les États-Unis à respecter le principe d'une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains et mettre en œuvre leurs engagements à ne pas soutenir les séparatistes de l'indépendance de Taïwan. De ce côté-là, il faut dire que c'est la base de la relation entre la Chine et C'est une les ligne États-Unis. rouge. Exactement. Et ensuite, une fois on est d'accord sur ce point-là, on peut avancer pour avoir plus de discussions, avoir plus de marge de discussion. Par exemple, que les États-Unis fassent plus d'efforts pour promouvoir la coopération économique. Et d'ailleurs, vous avez bien vu, en effet, les déplacements des personnalités importantes américaines dans le domaine du commerce, dans le domaine d'investissement, dans le domaine économique, qui sont venus en Chine. En effet, ça montre bien qu'il y a un potentiel, il y a une volonté de la part des Américains qui travaillent dans le commerce, qui travaillent dans l'économie, pour que la relation entre
la Chine et les États-Unis puissent contribuer à adoucir la situation. Là, aujourd'hui, quand on regarde la situation internationale économique, on voit que le monde est en train de confronter à plusieurs défis, au défi de l'inflation, aux défis qui sont liés à la vie quotidienne des gens, aussi au pouvoir d'achat. Est-ce que la Chine et les États-Unis, à cette occasion, peuvent travailler ensemble pour trouver des accords, pour trouver aussi des coopérations à venir pour contribuer à l'amélioration de la vie au quotidien, non seulement des Américains, non seulement des Chinois, mais du peuple du monde entier? Ça reste une grande question. Mais encore une fois, il faut qu'on admette, il faut, du côté de la Chine, il faut dire que la plupart des difficultés rencontrées aujourd'hui dans les relations sino-américaines résultent des politiques et des actions unilatérales désordonnées de Washington. Donc, du côté de la Chine, ce que la Chine voit cette affaire, c'est qu'améliorer la relation bilatérale exige que les États-Unis fassent plus d'efforts. Juste, Sur de nombreuses questions spécifiques, les États-Unis peuvent contribuer à créer un espace considérable de coopération. Et de plus, dans le domaine de l'économie et du commerce, malgré une forte répression de Washington contre la Chine ces dernières années, les relations économiques et commerciales entre les deux pays témoignent toujours une forte Zhang dynamique. Shanghui, justement, je sais que, enfin, tout le monde sait que la Chine a la mémoire longue, c'est une civilisation millénaire, et on se rappelle, enfin les historiens pourront nous le confirmer, mais on se rappelle en lisant les annales de l'histoire chinoise, la guerre de l'opium, où on a, les deux guerres de l'opium, où on a forcé la Chine à s'adonner au commerce de l'opium, c'est-à-dire à ouvrir son protectionnisme. C'est les anglo-saxons qui ont imposé un commerce de l'opium aux Chinois et on connaît les dégâts que ça a fait. Est-ce que votre peuple, avec la mémoire longue qu'il a, n'a pas une volonté peut-être de revanche, pas dans le sens peut-être belliciste du terme, mais en tout cas en termes de se protéger avec de la puissance? De se protéger avec de la puissance. C'est-à-dire en protégeant ses frontières, avec du commerce, avec plus de protectionnisme, avec des barrières douanières conséquentes, avec une protection peut-être d'une aire géographique dans le sud du Pacifique. Alors justement, là vous avez évoqué les guerres d'opium. Alors on le rappelle que le guerre d'opium, ça c'était sous la dynastie des Qing. Mhm. C'était la Chine impérialiste, c'était en 1840. Aujourd'hui, nous avons changé de gouvernement, nous avons changé le pouvoir. Donc aujourd'hui, le pouvoir de décision et l'organe de décision n'est plus la même qu'il y a plus de 200 ans. C'est déjà là déjà on constate une différence. Et après, il faut toujours dire Zhang effectivement, Xiaohui, bien sûr qu'on a changé de gouvernement, mais vous savez qu'on a imposé aussi, vous parliez tout à l'heure d'un capitalisme un peu débridé. À l'époque, on l'avait imposé à la Chine, alors que la Chine le refusait. Les Anglo-Saxons ont imposé ce commerce aux autorités chinoises qui n'en voulaient pas. Donc ils ont été obligés de faire une guerre assez extrême aux Chinois pour imposer une guerre de l'opium. alors, imposer le cas de l'opium, effectivement, mais après, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. La Chine aussi, nous avons aussi une histoire longue, nous avons une mémoire longue sur la ceinture et la route, sur la route de la soie, la Mhm. construction de la route de la soie. L'idée, c'est de partager, de faire partager les fruits de développement de la Chine avec le monde entier. Là, quand tout à l'heure, vous avez évoqué les deux guerres qui étaient en effet les premières guerres qui a fait entrer la Chine dans une société si vous voulez, une société avec les grandes puissances à l'époque, les puissances occidentales, de faire la Chine entrer dans une période assez sombre dans son histoire qui a été farfelue des guerres Mhm. et aussi des traités qui ne sont pas justes, justement. Donc, quand on parle de la philosophie chinoise, quand on parle de l'histoire dite chinoise, ça serait bien qu'on se concentre sur le côté de partage, le côté de coopération de la Chine. Et d'ailleurs, quand vous parlez du protectionnisme, pourquoi est-ce qu'un pays va se miser sur le protectionnisme? C'est parce que l'environnement de l'extérieur ne sont pas favorables pour un développement, pour une croissance de richesse. C'est parce que l'environnement à l'extérieur sont peut-être hostiles. On le au rappelle que un des premiers pays protectionnistes du monde sont les États-Unis d'Amérique, hein. On le rappelle exactement. Donc, c'était à partir du moment où
encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons l'impression que les difficultés, la plupart des difficultés rencontrées aujourd'hui des Chinois sont dans les relations entre la Chine et les États-Unis, résultent des politiques et des actions. En effet, des actions qui n'ont pas de sens de la part des États-Unis. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que simplement, la Chine a toujours dit de ce côté-là depuis de nombreuses années, Mhm. la Chine a toujours dit que elle aurait souhaité que la communication entre la Chine et les États-Unis soit basée sur le respect mutuel, sur la paix et sur la coopération gagnant-gagnant. Justement, Donc la Chine a toujours été forte là-dessus. Cette position diplomatique, cette position économique, un, respect mutuel, deux, la paix, et trois, la coopération gagnant-gagnant. on va en parler. Justement, cette crise diplomatique entre Pékin et Washington, lorsqu'elle survient, inquiète de nombreux pays, lesquels sont parfois contraints de se positionner d'un côté ou d'un autre. Et donc, justement, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. À partir du moment où vous avez les deux plus grandes puissances du monde qui s'entendent pas bien, et là, en effet, ça a un impact négatif à tout le monde, à tous les pays du monde, que ce soit des pays en développement ou des pays développés, que ce soit des pays qui à peine sortis les problèmes de pauvreté. Et en effet, quand on voit qu'il y a des guerres en effet, en ce moment, je veux dire, la situation n'est pas tout le temps stable. En Ukraine, Des guerres commerciales, d'accord. des conflits commerciaux, aussi ce genre de bras de fer entre deux pays, finalement, non seulement ça nuit à son propre économie, mais aussi ça nuit à l'économie mondiale parce que nous avons moins de richesses à partager, nous avons moins de possibilités de coopération. Et donc là-dessus, encore une fois, la Chine a toujours réitéré ce côté qu'elle souhaite un respect mutuel de la paix et puis la coopération gagnant-gagnant. Il Zhang faudrait qu'on Xiaohui, avance sur cette vous coopération gagnant. présentez peut-être un tableau où on comprend que la Chine est peut-être, se sent en tout cas pas agressée, mais offensée. Est-ce que en Chine, on pressent que les États-Unis sont de plus en plus agressifs, peut-être au niveau commercial, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis par exemple du dossier taïwanais, vis-à-vis je sais pas, de ce collier de perles de base américaine qui entoure la Chine? Est-ce que les Chinois se sentent agressés? De mon observation, effectivement, psychologiquement parlant, le public chinois a ressenti que les États-Unis ne sont pas comme avant, qu'il y a un changement d'attitude des États-Unis contre la Chine et en effet d'un côté plus hostile et ça fait mal. Qu'est-ce qui explique Et ça, selon vous, le changement d'attitude des États-Unis vis-à-vis de Pékin? le changement des États-Unis vis-à-vis de Pékin, justement, les trois points que j'avais cités sur la coopération, sur la paix, sur le respect mutuel, très simple, mais qui mérite une réflexion mûre et profonde de la part des États-Unis. Monsieur Blinken, il a révélé dans son objectif avant son voyage, c'est-à-dire de faire avancer le consensus atteint par le président Biden et le président Xi à Bali. Mhm. Et cette fois-ci, quand il est arrivé à l'aéroport à Beijing, nous avons bien l'impression qu'il y a un accueil très froid de la part du public chinois. Mhm. Donc là-dessus, plus ou moins, nous pouvons sentir que la Chine est en train de se poser la question, que le public chinois, là, quand je vous parle du public chinois, je vous parle surtout le côté privé, le Bien sûr. côté dans la société chinoise, cette psychologie chinoise. Là, cette fois-ci, je ne vous parle pas sur cette question, sur l'attitude du gouvernement, mais sur la société simplement chinoise. L'état d'esprit Nous chinois, oui. avons ressenti ce côté des États-Unis, cette méfiance du côté des États-Unis contre des Chinois, contre des produits chinois, contre l'envie de faire des progrès, contre l'envie d'avoir plus de percées technologiques de la part de la Chine. Et là, de ce point de vue-là, ça fait mal aux Chinois. Zhang Et Xiaohui, effectivement, justement, on va encore en parler de ce type de crispation entre la Chine et les États-Unis à travers peut-être le dossier ukrainien, même si la Chine a toujours mis en avant sa neutralité dans le conflit avec la Russie. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a déclaré que Pékin était d'accord pour ne pas fournir des armes à Moscou, mais peut-être qu'au-delà, on veut peut-être forcer la main de la Chine pour influencer la Russie pour mettre fin à la crise en Ukraine. Qu'en pensez-vous? la Chine a toujours joué un rôle
de contribuer dans le bon déroulement et la bonne fonction de diplomatie dans le monde entier, elle a toujours, à ce côté-là, on peut dire qu'elle a toujours joué un rôle très actif, surtout depuis le début de cette année, de garder la paix, de ne pas fournir, par exemple, d'appeler à la société internationale de ne pas fournir d'armes au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Donc là-dessus, ce sont des exemples concrets que la Chine est en train de faire pour montrer euh, via son réaction, via ses actions au quotidien, c'est-à-dire que la Chine, un, respecte la neutralité et la Chine aussi, elle est le promoteur de paix à l'international. Donc, en effet, là-dessus, on voit que la Chine essaye de jouer un rôle. Elle essaye de jouer un rôle d'équilibre, comme on a dit tout à l'heure, le rôle d'harmonie, le rôle d'être là sur la société internationale, de essayer de faire engager tout le monde, de trouver un point commun, de trouver un intérêt commun, de, en effet, de jouer un rôle, je dirais, qu'elle ne prend pas part à partir du moment où ce n'est pas une affaire qui concerne son propre intérêt, à partir du moment où ce n'est pas un intérêt ce n'est pas un conflit qui concerne sa propre gouvernance à l'intérieur, il faut quand même qu'on le rappelle que la Chine tient beaucoup d'importance à ce principe qui est le non-ingérence dans les affaires des autres, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État. Donc là-dessus, je pense que la Chine a toujours bien dit, a toujours respecté ses paroles de, en effet, garder la paix. Et non seulement qu'elle garde la paix, non seulement elle ne s'ingère pas dans les affaires des autres, mais aussi elle est là sur la société internationale On sait, de on sait que la Chine, par exemple, s'est démarquée diplomatiquement en rapprochant la position iranienne et saoudienne. C'est la première fois que la Chine s'implique autant dans un dossier où le conflit durait depuis de nombreuses années. Ouais, exactement. Là-dessus, on peut dire que la Chine, on voit bien de ce côté-là, je dirais que c'est intéressant aussi de voir que la Chine est en train de jouer un rôle différent. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que la Chine, surtout du côté de la diplomatie chinoise, il y a quand même beaucoup de changements qui se passent depuis le début de cette année. Par exemple, là, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, la Chine a montré sa volonté de façonner un avenir plus pacifique et plus prospère pour le Moyen-Orient, sur le respect mutuel et puis aussi sur l'égalité. Et puis l'approche non interventionniste de la Chine a gagné le respect et la... Zhang Xiaohui, malheureusement, le temps file. Je voudrais vous poser encore deux questions. On sait que de nombreux dossiers entre la Chine et les États-Unis pèsent. Par exemple, le dossier taïwanais ou la rivalité commerciale, vous l'avez rappelé, qui continueront sans doute à cristalliser les tensions entre les deux puissances. En dépit de ces antagonismes, comment voyez-vous l'évolution de la relation sino-américaine d'ici quelques temps? Personnellement, je le vois positivement. Pourquoi? Parce que on ressent que à l'issue de cette rencontre, qui est déjà pas banale, qui est déjà une rencontre très importante entre les deux pays, on ressent qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de dynamique qui sort de cet entretien. Et d'ailleurs, dans l'intervention du président chinois Xi Jinping, il a dit que c'était bien, je cite, il a dit que c'était bien qu'il y a quelques avancées dans la discussion. Donc là-dessus, on peut dire que déjà, ça donne un bon signe sur la coopération, sur éventuellement plus de coopération à venir entre la Chine et les États-Unis, alors que avant, justement, 3 jours avant, on pouvait dire que la relation entre les deux pays était à son point glacial. Zhang Xiaohui, Donc, à partir du moment où vous avez le point glacial, vous ne pourrez aller que dans le bon sens, parce que vous étiez déjà très assez bas, on peut que remonter, bas. effectivement. Exactement. Donc maintenant, on attend qu'il y ait cette remonte. Et d'ailleurs, surtout, ça serait intéressant d'observer comment ça pourrait influencer la société internationale à partir du moment où il y a un réchauffement des relations entre les deux pays. Est-ce que ça va contribuer aussi à aider à résoudre la crise économique aujourd'hui en ce moment qui sévit dans le monde entier? Est-ce que ça peut contribuer à la paix régionale en Asie,
en Zhang dans Xiaohui, d'autres justement, dans je vous pose la dernière question. Tout au long de l'histoire diplomatique, Pékin s'est mieux entendu avec les administrations américaines républicaines que démocrates, illustrées par exemple par la visite de Richard Nixon en Chine en 1972, qui fut une étape importante dans le processus de normalisation des relations diplomatiques entre les États-Unis et la République populaire de Chine. Il constitue une première visite d'un président des États-Unis dans ce pays qui est considéré comme un cas d'école de la réelle politique. On sait qu'on est à 1 an de la présidentielle américaine. Comment voyez-vous, pensez-vous que le résultat des présidentielles américaines pourrait peser sur la relation entre la Chine et les États-Unis? Rapidement, bien s'il vous sûr. plaît. Euh, Personnellement, de mon point de vue, bien sûr, parce que de différents partis, ensuite, ça influence la politique intérieure des États-Unis, ça influence la politique diplomatique des États-Unis. Mais après, il y a une chose, c'est sûr, c'est que dans la diplomatie, comme on le dit souvent, il n'y a pas de bon côté, il n'y a pas de mauvais côté, il y a un seul côté qu'on cherche, c'est l'intérêt commun, c'est l'intérêt de chaque pays. Mais je veux dire, la Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine en 1972. On entend La Chine bien. d'aujourd'hui, les États-Unis, c'est pareil. Les États-Unis en 72 n'est pas les États-Unis d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qui est Mer- plus important, que ce soit pour Joe Biden ou pour éventuellement un autre leader américain, l'idée le plus important, c'est de trouver un Ça, intérêt sera- commun, de ça sera, trouver Ça sera entre les malheureusement le mot de la fin, Zhang Xiaohui. Le temps file, on est obligé de rendre l'antenne. Merci de nous avoir aidé à mieux comprendre peut-être la relation sino-américaine. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous intervenez à partir de Pékin. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, l'échiquier arrive à la fin. Merci de nous avoir prêté attention. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al24.